Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bientôt 10h07 sur France Inter, Grand bien vous fasse avec Ali Rébéi et du monde, de la foule en studio, ça tombe bien. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon ce Léo Técher, c'est formidable, vous me faites une transition absolument formidable. Vous avez peur de la foule, vous ? Non, ça va. Non, ça va. J'aime bien être entouré. Les fêtes de Bayonne, etc., où il y a plein de monde, j'aimerais de la bien foule. faire d'ailleurs. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, eh ben écoutez, je vous la laisse alors, parce que moi, la foule, ça fait deux. Comme beaucoup de monde, je crois. Hein. Appelez-nous d'ailleurs, au 01 45 24 7000. À tout à l'heure, Léo. À tout à l'heure. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Une foule, c'est la réunion en un même lieu d'un très grand nombre de personnes. Pour l'historien romain Denis d'Halicarnasse, la foule serait la mère des tyrans, et pour le philosophe Sénèque, la preuve du pire, c'est la foule. La foule effraie, elle a mauvaise presse, elle serait même dotée d'une psychologie, selon le sociologue Gustave Le Bon. Cette foule qui peut se révéler ivre de haine et de colère. En s'appuyant sur la fouloscopie, l'étude du comportement des foules, vous verrez comment fonctionne une foule, pourquoi par exemple les piétons français s'évitent par la droite, et puis nous évoquerons bien sûr la phobie de la foule, les mouvements de foule meurtriers, et surtout quelles sont les règles fondamentales pour sauver sa peau en cas de bousculade. La foule est anxiogène, mais nous verrons également qu'elle peut faire preuve d'intelligence collective, qu'elle n'est pas toujours irrationnelle, bête et méchante. Pour nous éclairer ce matin, le chercheur en sciences cognitives, Mehdi Moussaïd, qui publie Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, et nous aurons au téléphone le professeur Antoine Pellissolo, chef de service en psychiatrie au CHU Henri Mondor. Vous pouvez poser toutes vos questions sur la foule au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand bien vous fasse. Bonjour Fabienne Kramer. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous assurez cette semaine les choses vues de notre camarade Christophe André. Exactement. Il y a quoi au menu ? Des mathématiques. Ah, super. Ça, on va faire des divisions, des multiplications. On va essayer Merci beaucoup. de À tout à l'heure. Et nous retrouvons bien sûr, comme tous les mardis, Marie-Laure Zonshine, chef de service à Femmes Actuelles. Bienvenue dans Grand bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi. Avec nous ce matin pour évoquer cette foule sans visage qui fait souvent peur, Mehdi Moussaïd, bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes chercheur en sciences cognitives au prestigieux Institut Max Planck de Berlin et vous publiez chez Humaine Science un ouvrage passionnant, à la fois rigoureux et très bien écrit, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, avec des illustrations du grand dessinateur Wozniak. C'est quoi d'abord une foule ? Une foule, il faut prendre une définition très générale. On va dire que ça va être un ensemble d'individus en interaction. On a souvent tendance à penser la première fois à la foule qui se déplace, la foule de piétons dans la rue, les grandes foules pendant les grands rassemblements, pendant les pèlerinages religieux, etc. Mais on parle aussi de foule, par exemple, pour des internautes sur Internet. Et on va voir comment peuvent se propager, par exemple, les informations entre les internautes. On parle de foule, on peut parler d'intelligence collective aussi. Donc là, on va prendre vraiment dans son ensemble un grand nombre d'individus en interaction. À partir de combien de personnes forme-t-on une foule ? En réalité, c'est pas vraiment le nombre de personnes qui va définir la foule, c'est plus un indicateur qu'on appelle la densité, qui est le nombre de personnes par mètre carré. Donc vous pouvez avoir seulement une centaine de personnes, je vais dire, mais si elles se dirigent toutes au même endroit au même moment, eh bien vous allez avoir une densité importante, et c'est là que vont commencer à se produire des mouvements collectifs. La foule raconte beaucoup de choses sur chacun de nous. La foule peut effectivement expliquer un petit peu comment se comportent les individus, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller voir la foule comme un tout, comme une créature unique en quelque sorte. Moi, j'ai pris cette habitude maintenant avec mes recherches de parler de la foule comme d'une bête sauvage en quelque sorte, que je vais essayer de comprendre, d'apprivoiser un peu. Et depuis que j'ai lu votre livre, je ne vois plus la foule de la même manière. La foule a tout de même mauvaise réputation. Elle a très mauvaise réputation, ouais, mais pourtant, comme je vous le disais, c'est un peu comme une bête sauvage. Donc on la voit de loin, on l'aperçoit un peu dans la forêt, puis ça peut faire un petit peu peur. Mais quand on apprend à la connaître et qu'on s'approche doucement, on va se rendre compte qu'elle est intelligente, qu'elle n'est pas agressive, sauf si elle se retrouve dans certaines conditions qui la mettent en danger, par exemple. C'est quoi exactement la fouloscopie ? C'est la science du comportement des foules ? Ouais, mais je vous arrête tout de suite, c'est un mot qui n'existe pas, hein, donc n'allez pas chercher dans le dictionnaire. C'est un terme que j'ai commencé à utiliser en 2014, qui a été introduit pour la première fois par une illustratrice qui s'appelle Marion Montaigne, qui fait des bandes dessinées, et elle a
a fait un ouvrage en 2014 donc qui s'appelle Tu mourras moins bête. Et je le lisais, un jour par hasard, je suis tombé sur une page qui parlait de mes recherches. Et cette page s'appelle Le jeudi, c'est fouloscopie. J'ai trouvé ce mot très intéressant parce qu'il englobe différentes perspectives qu'on peut avoir sur la foule. C'est pas seulement des gens qui se déplacent, c'est aussi des gens qui pensent. Et puis il y a aussi plusieurs disciplines scientifiques qui sont impliquées. Alors c'est difficile de mettre une étiquette sur cette discipline, sur ce sujet d'étude. Et j'ai trouvé que le mot fouloscopie était très intéressant. Il y a 3 axes principaux dans la fouloscopie, vous l'avez dit, le déplacement collectif, la contagion sociale et l'intelligence collective. Alors j'aimerais qu'on prenne un premier exemple avec les piétons. Pourquoi les piétons ne se cognent pas dans la rue? C'est l'objet de votre première recherche dans le domaine de la foule. Comment faisons-nous pour coordonner nos mouvements lorsqu'on se promène dans une rue, dans une avenue bondée? Oui, alors vous me ramenez à ma toute première expérience que j'ai faite au début de mon doctorat, donc c'était en 2007. Et effectivement, la question qu'on s'est posée, on s'est intéressé à une situation vraiment très très simple, mais aussi assez complexe. Dans le fond, c'est celle de l'évitement. Donc vous marchez dans la rue et puis arrive en face de vous une autre personne qui marche en sens opposé. Et vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir choisir si vous voulez passer à droite ou à gauche. Ça paraît assez anodin, mais en réalité c'est complexe parce que la personne qui est en face de vous va devoir aussi prendre une décision. Et si on choisit tous les deux le côté droit ou le côté gauche, on va pouvoir s'éviter correctement. Mais si on fait un choix différent, on va entrer en collision. Et la question, c'est comment font les gens pour se coordonner? Parce qu'effectivement, on se cogne pas les uns contre les autres une fois sur deux quand on marche dans la rue. Alors on a fait cette expérience où on a observé, c'était très long, ça a duré plusieurs semaines, on a observé des centaines de binômes qui s'évitaient dans un couloir pour essayer de savoir comment ils faisaient pour se coordonner. Et on a mis en évidence quelque chose qui s'appelle une convention sociale. C'est une sorte de règle comportementale implicite qui est partagée par l'ensemble des gens dans une population. Et celle-ci dit... quand vous évitez un inconnu dans la rue, choisissez le côté droit, parce qu'il y a de grandes chances pour que cet inconnu fasse la même chose. Et ça permet effectivement aux gens de se coordonner comme ça dans la rue. Ce qui est très intéressant, parce que là on parle des piétons, donc ce sont des individus. Ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez non pas 2 personnes qui s'évitent, qui se déplacent en sens opposé, mais 2 flux de personnes, donc un grand nombre d'individus qui se déplacent en sens opposé. Eh bien cette petite règle comportementale qui aide les gens à se coordonner... Et qui est culturelle. Parce qu'au Japon, on s'évite pas par la droite. Effectivement, qui a un aspect culturel. Donc, dans certains pays, on s'évite à droite et dans d'autres pays, on va s'éviter à gauche. Cette petite règle comportementale va avoir des implications à l'échelle globale, à l'échelle de la foule. Et on va voir la foule se structurer en une organisation qui s'appelle des autoroutes de piétons, où tous les gens qui se déplacent dans la même direction occupent donc la moitié droite de la rue, en France par exemple, et tous les gens qui se déplacent en sens opposé occupent l'autre moitié. Et ça permet au trafic piétonnier de se fluidifier naturellement, sans que personne ne l'ait vraiment décidé. C'est une forme d'intelligence collective justement. Et vous avez étudié comment se croisent donc 2 flux de piétons dans une rue commerçante, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux, et vous établissez des liens entre nous autres humains et la fourmi légionnaire. Racontez-nous. Mais oui, alors j'ai fait mes premiers pas scientifiques dans un laboratoire de biologie. Alors ça peut paraître étonnant, mais effectivement, il y a énormément de points communs entre une foule de gens qui se déplacent et les mouvements collectifs d'un banc de poissons, d'un troupeau de moutons ou même d'une colonie de fourmis. Et effectivement, la fourmi légionnaire, par exemple, qui crée des pistes de fourragement, donc quand elles vont chercher de la nourriture, elles créent des pistes, des sortes d'autoroutes entre leur nid et les sources de nourriture. Et sur ces pistes, elles s'organisent aussi en autoroute, comme les piétons dans les rues commerçantes. Et ce sont effectivement les mêmes mécanismes qui entrent en jeu, ou des mécanismes similaires en tout cas. Alors nous avons tendance, nous autres humains, à nous déplacer en formant des V. Et au-delà de 4, nous nous plaçons en V, ce qui ralentit les flux de piétons dans la rue ou ailleurs. C'est intéressant ça, à comprendre pour après mieux comprendre les mouvements de foule qui peuvent créer des catastrophes. C'est pas anodin ces recherches-là et ce qu'on dit là. Ouais, c'est pas anodin effectivement. Donc on s'est rendu compte que effectivement ça peut paraître étonnant pour les gens qui connaissent pas, mais pendant très longtemps, les chercheurs considéraient qu'une foule c'était un ensemble d'individus isolés en quelque sorte. Donc il y a plein de gens en même temps, mais ces gens sont indépendants les uns des autres, ils sont isolés. Et on s'est rendu compte que en fait c'est vraiment pas le cas puisque la plupart des gens se déplacent accompagnés avec d'autres gens. Alors comment se structurent ces petits groupes? Donc quand vous marchez par exemple avec des amis, avec votre partenaire ou avec des collègues, comment vous vous structurez? Et on s'est rendu compte que les piétons vont se structurer en formant une sorte de V. Ces groupes de piétons forment une sorte de V. Un V avec la pointe vers l'arrière, c'est-à-dire que la personne qui est au milieu, par exemple imaginez un groupe de 3 personnes, celui qui est au milieu va se reculer un petit peu et ceux qui sont sur les côtés vont se rapprocher les uns des autres, ça forme un V. Et ça c'est très étonnant parce que en règle générale, les déplacements collectifs se font en forme de V avec la pointe vers l'avant. Imaginez par exemple un vol d'oiseaux sauvages
qu'on voit un peu parfois dans le ciel. La pointe est vers l'avant. Imaginez aussi, des cyclistes sur le Tour de France aussi. Ils vont former une structure dans leur groupe avec la pointe vers l'avant. C'est quelque chose qui est très aérodynamique. Mais les piétons, non, eux, ils font l'inverse parce qu'ils vont mettre en avant un autre facteur qui est la facilité d'interaction, les interactions sociales. Et toutes ces recherches permettent d'éviter les mouvements de foule, d'anticiper ces mouvements de foule, d'éviter les engorgements lorsqu'une foule se dirige vers une sortie. Alors c'est probablement l'application la plus importante. Donc il y en a une effectivement qui concerne l'adaptation de notre environnement urbain, etc. Mais l'application la plus importante, sans aucun doute, c'est celle de la gestion des foules à très forte densité, parce que c'est là que il peut y avoir des risques très importants. Et par définition, comme il y a beaucoup de monde, s'il y a un accident, il va y avoir beaucoup de monde touché. Donc on fait face parfois à des accidents qui font des centaines, voire des milliers de victimes. Alors en lisant votre livre, j'ai appris une chose fondamentale. À faible densité, le comportement d'une foule relève des sciences comportementales. À forte densité, ça relève de la physique. Ouais, c'est quelque chose qui est très important. Rapidement, c'est la communauté de chercheurs qui s'intéresse à la foule, la plus importante, ce sont les physiciens. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais effectivement, c'est de la physique pour la plupart. C'est principalement dû à l'histoire de la discipline. Donc dans les années 70, on a commencé à étudier les foules, et puis ce sont des physiciens qui se sont intéressés au problème en disant que une foule qui marche dans une rue ressemble beaucoup à un liquide qui coule dans un tuyau, par exemple. Ils ont commencé à utiliser des équations de la mécanique des fluides pour décrire les foules. Ça marche assez bien, mais pas tout le temps. En réalité, ça marche seulement quand il y a suffisamment de monde. Parce que à forte densité, notre liberté de mouvement va être réduite à tel point que ce qu'on a envie de faire a assez peu d'importance. C'est surtout, on va se laisser guider par le flow. On parle de flow, donc c'est vraiment une analogie avec un liquide. Mais lorsque la densité est plus faible, ces analogies ne marchent plus en réalité. Et là, il faut commencer à se tourner vers des sciences comportementales, vers de la psychologie, vers des sciences cognitives, et c'est comme ça. Donc il y a une transition disciplinaire que je trouve très intéressante. Quand on augmente le nombre de personnes, on va changer de discipline scientifique. Autour de la table, tiens, vous avez peur de la foule ou pas, Marie-Laure Zonshine de Femmes Actuelles ? Oui, je dirais globalement, j'ai toujours une espèce de petite réticence, mais ça m'amène à vous poser une question sur le comportement de chacun. C'est-à-dire que dans une foule, vous avez ceux qui sont devant, alors que le V soit inversé ou pas, vous l'avez dit dans l'autre sens, ceux qui sont au milieu, puis qui discutent, qui suivent, comme ça, qui marchent, et ceux qui sont derrière. Et dans ceux-là, quels sont les plus conscients de ce qui peut se passer, ou qui prennent effectivement la pleine mesure de ce qu'est cette foule ? Comment on se comporte dans une foule, finalement ? Qu'est-ce que ça dit de nous d'être devant, au milieu ou derrière ? Mais je pense que quelle que soit notre position, on va avoir beaucoup de mal à se rendre compte de ce qui se passe. D'ailleurs, nous, les chercheurs, on peut pas étudier la foule en étant dans la foule. Ouais. Il y a un des critères très importants pour faire des observations, c'est d'être dans une position élevée, en hauteur. Il faut voir la foule par-dessus. Et si on ne peut pas la voir par-dessus, on se rendra jamais compte de ce qui se passe. Donc je pense que quand on est au sein du groupe, on a énormément de mal à avoir suffisamment de recul pour comprendre la structuration du groupe. Il faut vraiment avoir ce point de vue hauteur. Et la position dans le groupe va avoir assez peu d'influence, si ce n'est que, par exemple, pendant une évacuation, ceux qui sont plus vers l'avant vont être plus visibles, parce que les autres sont derrière et vont les voir, et ils vont avoir un rôle un peu plus important en termes pour guider le groupe dans une direction ou dans une autre. On évoquera tout à l'heure ce rôle très important. Fabienne Kramer, vous avez peur de la foule, vous ? Non, pas vraiment. J'ai pas peur de la foule, mais j'ai pas non plus d'attraction particulière pour la foule. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai lu votre livre et j'ai trouvé très intéressant le propos, mais je me dis que les foules aussi, elles doivent dépendre de la masse d'individus qui est dedans. C'est-à-dire que en fonction souvent ça regroupe des gens qui ont les mêmes intentions ou le même et donc de ce fait-là, est-ce qu'il y a des différences de comportement entre les foules si on est face à une foule je sais pas, qui manifeste, par exemple, ou à une foule qui, au contraire, aurait tendance, dans un salon, à regarder la déco ou un truc comme ça. Je me demande si le contenu de la foule influe sur le comportement. C'est très intéressant, ça. Ouais, il y a une règle qui est très générale, qui est que le fait que les gens soient en foule, soient ensemble, va avoir comme effet immédiat d'amplifier ce qu'ils sont en train de faire ou leur état d'esprit. Il va y avoir un effet d'amplification. Ça agit comme une loupe d'être tous ensemble. Donc si vous avez des gens euphoriques, par exemple des gens qui se rassemblent sur les Champs-Élysées après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, l'euphorie va être décuplée par le fait qu'on soit ensemble. Si vous êtes un petit peu en colère, le fait d'être tous ensemble, ça va créer une sorte de colère collective qui va aussi s'amplifier. Et la colère,
elle se manifeste par exemple plus sur les réseaux sociaux, par exemple le fait de connecter des gens ensemble sur les réseaux sociaux qui sont plutôt mécontents d'une certaine situation. Je pense par exemple au printemps arabe, pour prendre un exemple très extrême. Le fait de les connecter ensemble va avoir tendance à amplifier cet état d'esprit. C'est pour ça que hier, en regardant des images du carnaval de Dunkerque, où les gens sont serrés comme des sardines, il n'y a pas de mouvement de panique. Les gens sont joyeux, euphoriques, et il y a une sorte d'autocontrôle, c'est ça? Il va y avoir à nouveau une amplification de cette euphorie. Donc c'est vraiment l'émotion ou le comportement qui est partagé par la majorité qui va se retrouver amplifié. Ali Rébéi. Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers intergalactique. Grand bien vous fasse. Sur France Inter. 10h25, faut-il forcément avoir peur de la foule? Est-elle forcément une menace? Si la foule vous effraie, appelez-nous au 01 45 24 7000. Mehdi Moussaïd est avec nous. Vous êtes chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck de Berlin et vous publiez un ouvrage qui m'a passionné, Fouloscopie, ce que la foule dit de nous. Alors, on s'intéresse aux foules de piétons notamment. Est-ce qu'il existe un comportement propre aux piétons? Je pense au mécanisme d'imitation que vous décrivez très bien dans votre livre. Un jour, vous déjeunez à Berlin, à l'Institut Max Planck, et vous constatez une chose qui vous a mis la puce à l'oreille. Ouais, ce comportement d'imitation, il est loin d'être propre aux piétons. En réalité, il est très très général dans toutes les espèces d'animaux sociaux. Donc ça concerne les troupeaux de moutons, ça concerne les bancs de poissons, mais aussi les déplacements des fourmis et ceux des piétons. Et en particulier, un point commun entre la colonie de fourmis et les mouvements de piétons, qui est le suivant. Vous savez, quand une fourmi est à la recherche de nourriture et qu'elle trouve quelque chose, elle laisse derrière elle une piste de phéromones. Donc, phéromone, c'est un petit composant chimique qui a comme particularité d'attirer les autres fourmis sur la même piste derrière elle. De cette manière, la colonie peut se coordonner et avez tous les individus qui se dirigent vers la même source de nourriture. Eh bien, c'est pareil chez les piétons. Chez les piétons, imaginez qu'une personne marche, par exemple, dans la neige ou sur une pelouse, eh bien, elle va laisser derrière elle des traces de pas. Et ces traces de pas, en réalité, on s'en rend pas compte dans notre vie quotidienne, mais ces traces de pas vont attirer les autres personnes derrière. C'est ce que vous constatez donc en déjeunant à Berlin. Vous voyez ces traces de pas dans la neige, et là, vous avez la conviction qu'une foule peut être intelligente. Oui, absolument. Et en plus, je cherchais un restaurant, donc une sorte de source de nourriture, quoi. Et effectivement, je vois des traces de pas et je me dis, tiens, peut-être que ça peut être intéressant de se diriger dans cette direction. Je suis les traces de pas et ce faisant, je renforce la piste parce que je rajoute des traces de pas. Et du coup, la piste devient encore plus attirante. Et après une dizaine de minutes, il y a énormément de personnes qui marchent le long de cette piste qui mène effectivement au restaurant. Et cette piste, il se trouve que à travers ce mécanisme qui est très général, vous voyez par exemple des pistes, des chemins de terre qui vont émerger sur les campus des universités par exemple. Et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à la structure de ces chemins de terre et qui ont montré qu'en réalité, ils sont optimaux, ils sont optimisés. C'est-à-dire qu'ils vont connecter les endroits les plus populaires par le chemin le plus court. Alors contrairement à ce que font les architectes ou les urbanistes qui vont paver des lignes droites bien perpendiculaires, eh bien en fait la foule va trouver un autre réseau de chemins qui va être beaucoup plus adapté à l'environnement, une forme d'intelligence, ouais. Collective. On va s'intéresser à la phobie des foules avec vous, Antoine Pellissolo. Bonjour. Bonjour. Bonjour professeur Pellissolo, vous êtes psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor en région parisienne. Comment se présente la phobie des foules? On appelle ça l'oclophobie ou la démophobie et non pas l'agoraphobie. Oui, alors ce sont toujours les termes un petit peu complexes de nos phobies, mais là on peut parler d'une peur pathologique de la foule en tant que telle, et non pas comme un lieu de panique ou d'enfermement, comme c'est souvent le cas en effet dans l'agoraphobie. Même si les deux sont souvent associés. Mais là, dans le cas de la peur de la foule, c'est vraiment une peur réflexe de la masse humaine en tant que telle, de manière très spécifique, comme si notre cerveau décodait cet environnement comme quelque chose de potentiellement dangereux, et de fait, à cause de son caractère vraiment inhabituel pour nous en tant qu'homo sapiens qui sommes plutôt programmés pour vivre en petits groupes, en famille, en tribu. Cette masse humaine est considérée par notre cerveau comme quelque chose de dangereux, et donc pour certaines personnes ça devient une peur qui dépasse les limites de la peur normale, au point de prendre le contrôle en gros de nos réactions, puisque ça peut aller jusqu'à devoir éviter ou fuir les situations de foule. Que ressent physiquement, psychologiquement un phobique de la foule quand il se retrouve dans une rue bondée ou bien au carnaval de Dunkerque? Voilà, alors
tous les signes habituels de l'angoisse aiguë, avec une sensation de peur qui peut être très forte, très violente, ce qu'on appelle la morsure de la peur, vraiment, qui peut faire très mal. Et puis les signes physiques, donc c'est ceux de la transpiration, enfin c'est la décharge d'adrénaline, donc la transpiration, les palpitations, les difficultés à respirer, la tête qui tourne, enfin c'est tous les signes habituels de la peur, mais qui devient éventuellement paralysante. Et ça peut aller jusqu'à la vraie panique. Et puis après, il y a les comportements qui s'en suivent, donc c'est surtout le besoin de fuir, puisque dans ces cas-là, on n'a qu'une envie, c'est de s'extraire. Et puis quand on n'y est pas encore, d'essayer d'éviter, de tout faire pour ne pas s'approcher de la foule. Que faire quand on se sent mal dans une foule, qu'on pense qu'on va s'évanouir et que l'on a même l'impression qu'on va mourir? Oui, alors c'est la première idée qui est essentielle, parce que ça change tout, c'est d'être convaincu qu'on n'est pas en danger pour autant. Dans toutes les peurs, alors la peur fait peur, c'est ça souvent le fond d'une phobie, mais c'est déjà important d'être rassuré sur le fait qu'on ne peut pas mourir de peur. Ça, c'est évident que c'est une ligne de conduite vraiment essentielle. Donc on ne peut pas mourir de peur. Après, évidemment, c'est pénible comme sensation. La première chose à faire, si c'est possible, c'est d'essayer de respirer un petit peu plus calmement, parce qu'il y a souvent le dérèglement de la respiration qui entraîne beaucoup d'autres symptômes. Donc respirer plus tranquillement. De façon abdominale et avec le nez, hein. Voilà, alors c'est une respiration calme, la plus naturelle possible, un peu comme quand on est couché. Alors quand on est debout, c'est moins facile, mais d'essayer effectivement de se concentrer sur les mouvements du ventre. Ça donne une respiration moins profonde, mais plus efficace. Et puis évidemment, tout ce qui peut être fait pour quand même, alors s'isoler par définition, c'est compliqué dans la foule, mais peut-être se rapprocher de personnes un peu plus familières, de se mettre dans un côté, et puis pour autant ne pas forcément fuir, parce que alors, on sait bien que plus on obéit à la peur, plus elle se renforce. Donc, dans une démarche un tout petit peu, on va dire, d'auto-traitement, on peut essayer de s'immerger petit à petit pour se désensibiliser, comme pour toutes les phobies. Mehdi Moussaïd. J'étais en train de penser qu'il y a une dizaine d'années, donc avant de me plonger dans ce sujet, sans être phobique pour autant, mais j'étais pas particulièrement rassuré dans la foule. Et le fait d'étudier ce système, de commencer à le connaître, je pense que c'est comme toutes les peurs. À partir du moment où on appréhende l'objet de notre peur et qu'on commence à connaître, ça va beaucoup mieux maintenant. Je suis très à l'aise. Donc il y a une forme en se renseignant sur le sujet, on peut comprendre qu'il est pas agressif, et ça va mieux. Peut-être que vous allez mieux maintenant à lire. Oui, ça après va. Avoir lu le livre. Oui, après avoir lu le livre, je peux aller au carnaval de Dunkerque de façon très détendue et me serrer comme dans une boîte de sardines avec mes congénères du carnaval. Alors, Antoine Pellissolo, il faut éviter tout de même d'éviter la foule pour ne pas alimenter cette peur de la foule. Il faut s'y confronter quand même un petit peu. Oui, c'est vraiment cet auto-entretien qui fait le caractère anormal de la phobie, parce que évidemment, on peut tous avoir cette sensation un petit peu pénible au départ. Alors, c'est à cause des évitements en général que la phobie se renforce. Alors, ça veut pas dire qu'il faut forcément aller voir des matchs dans un grand stade ou d'emblée en tout cas faire des épreuves très compliquées comme ça, mais c'est plutôt une désensibilisation régulière d'aller faire ses courses quand même, des horaires un petit peu de pointe de temps en temps, enfin s'habituer à supporter ce qui n'est pas très agréable souvent, mais qui n'est pas dangereux non plus. Merci beaucoup, professeur Antoine Pellissolo. Je signale votre dernier ouvrage, vous êtes votre meilleur psy. Mehdi Moussaïd, une foule peut se révéler meurtrière. Écoutons ce reportage lors d'une bousculade à la Mecque, en Arabie Saoudite, en 2006. Tous les ans ou presque, le pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite donne lieu à des bousculades mortelles et les bilans sont en général effrayants. Cette fois, on parle d'au moins 345 victimes qui ont péri aujourd'hui au dernier jour de pèlerinage lors du rite de la lapidation, Adrien Clément. Les années passent et malheureusement se ressemblent à la Mecque. Une nouvelle fois, le pèlerinage est endeuillé par une bousculade, cette fois-ci dans la vallée de Mina, lors du dernier grand rite de ce parcours religieux de 3 jours. C'est lors de la lapidation des stèles que le mouvement de foule s'est produit. Les fidèles défilent alors sur un chemin de quelques mètres de large pour lapider Satan. Plus de 2 millions de personnes y participent, 2 millions de personnes qui se suivent en rang serré. Une foule complète
compacte, impossible à arrêter. Il faut peu de choses ensuite pour qu'un drame se produise. Aujourd'hui, des pèlerins ont laissé tomber leurs bagages et bloqué le chemin d'accès. Dubaï, Adrien Clément, France Inter. Extrait d'un reportage de France Inter en 2006. Mehdi Moussaïd, les images de mouvements de foule meurtriers à la Mecque sont impressionnantes. Chaque année, environ 3 millions de fidèles se rendent au pèlerinage de la Mecque avec des mouvements de foule, on l'a vu, capables de tuer. En 2006, cette bousculade meurtrière avait tué 362 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les images, Mehdi Moussaïd ? On voit que la foule est très dense, qu'elle forme un tout et qu'elle progresse ensemble vers un pont, le pont Djamarat. Ouais. Alors c'est un thème qui va pas rassurer les phobiques, mais effectivement on a commencé à comprendre vraiment la dynamique d'un mouvement de foule grâce aux images qui nous arrivaient de la Mecque. La Mecque, c'est vraiment un lieu incontournable pour les gens qui étudient la foule. J'ai l'habitude de dire que les archéologues, ils ont les pyramides de Gizeh, les biologistes ont la jungle amazonienne, nous les foulologues, on a le pèlerinage de la Mecque. Et effectivement, il y a dans ce rituel, il y a un passage obligé qui est la lapidation des stèles de Satan, et pour y accéder, il y a un pont qui s'appelle le pont de Djamarat, où on retrouve la majorité des accidents qui sont produits à la Mecque, et particulièrement à l'entrée de ce pont, parce qu'en réalité, vous avez cette foule, cette masse énorme qui va s'engouffrer sur le pont, et l'entrée du pont va créer un goulot d'étranglement. Et par définition, un goulot d'étranglement, ça augmente la densité d'individus, donc le nombre de personnes par mètre carré, et c'est là que les inconvénients se produisent. Et c'est d'année en année, c'est toujours à cet endroit-là que l'accident s'est produit. En 2006, après l'accident dont vous parlez, les autorités ont décidé de prendre les choses en main et elles ont reconstruit ce pont en l'agrandissant. Aujourd'hui, si vous regardez les images, ça ressemble beaucoup plus à un aéroport qu'à un pont. Et cet énorme pont permet de faire passer beaucoup plus de monde, donc ça marche beaucoup mieux. Sauf qu'en 2015, s'est produit un nouvel accident qui a fait plus de 2000 victimes et qui était à nouveau à l'entrée du pont de Djamarat. En 2006, la densité sur ce pont est si forte que ça représente environ 9 personnes par mètre carré. C'est quoi l'équivalent ? Dans une baignoire, par exemple ? 9 personnes par mètre carré, pour vous l'imaginer, c'est équivalent à 14 personnes qui se tiennent debout dans une baignoire. Et donc, c'est énorme. C'est une concentration inouïe qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres autour de l'entrée du pont. Et il se produit à peu près la même chose à la Love Parade en Allemagne, quelques années plus tard. À la Love Parade, c'était en 2010. Et effectivement, c'est toujours la même cause directe. C'est l'augmentation de la densité. Donc, à partir du moment où il y a un problème de planification dans un grand rassemblement, vous pouvez avoir la foule qui va se rassembler autour d'un goulot d'étranglement. Ça peut être une rue, une porte ou l'entrée d'un pont. La densité augmente et le mouvement de foule se met en place. Donc à la Love Parade, effectivement... 19 morts. 21 victimes. 21 victimes à la Love Parade. Et c'est également un des cas qui a été très étudié par les chercheurs. Une question essentielle, comment sortir de ce genre de piège ? Vous donnez 5 règles fondamentales dans votre livre Fouloscopie. Ouais, je peux vous en donner quelques-unes, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent les chercheurs donnent des conseils aux organisateurs. Si vous voulez éviter un mouvement de foule, vous pouvez travailler sur la logistique des flux, etc. Mais je me suis rendu compte que mes amis me demandaient souvent des conseils pour eux. Et ça, c'était très rare. Enfin, ça n'existait pas. Donc, je me suis dit, ok, je vais créer des conseils pour les individus qui se trouvent dans la foule. Et par exemple, le premier conseil serait à tout prix de ne pas tomber, de garder l'équilibre. Parce que si vous chutez dans un tel niveau de densité, vous allez entraîner par effet domino la chute de vos voisins qui vont vous empêcher de vous relever et ça peut vous mettre dans une situation très délicate. Donc, restez sur vos jambes coûte que coûte. Repérez les issues de secours. Repérer les issues de secours, donc là ce serait les premiers mouvements, c'est essayer de sortir de la foule, donc en repérant les issues de secours et en partant le plus vite possible. Cependant, si c'est trop tard, vous ne pouvez pas partir et là vous devez vous adapter. Donc en vous adaptant, c'est rester sur vos jambes. Vous pouvez par exemple vous éloigner des parois solides, parce qu'on se rend compte dans nos analyses que souvent les premières victimes se trouvent le long des murs ou le long des grillages, parce que c'est un endroit où on peut se retrouver compressé par la foule. Un autre conseil qui est assez contre-intuitif, c'est d'être bienveillant avec les autres. Parce qu'on se rend compte qu'une foule d'individus solidaires a beaucoup plus de chances de survie qu'une foule d'individualistes. Donc évitez de causer la chute des autres, qui causerait votre chute en retour, et essayez dans la mesure du possible d'aider vos voisins et de rester positif. Et puis des conseils simples, économiser son oxygène et conserver son énergie. Exactement, l'oxygène c'est la ressource là qui va venir à manquer si la situation s'aggrave. Un autre conseil pourrait être de mettre vos bras, de replier
vos bras devant votre poitrine, comme position d'un boxeur en défense. Parce que ça va vous permettre de pousser un petit peu et de libérer quelques centimètres d'espace vital qui vont vous permettre de respirer. Quelle est la part de responsabilité des foules? Est-ce qu'il s'agit d'hystérie ou tout simplement d'un problème d'encombrement? Ouais, c'est la seconde option. Donc souvent dans les médias, on a tendance à parler d'hystérie collective, on parle de panique, etc. Mais quand on fait nos analyses, on se rend compte que la panique, en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. La plupart du temps, les gens ne paniquent pas, ils sont assez calmes, enfin dans la mesure du possible, et très solidaires. Il n'y a pas vraiment de panique. Le vrai problème, c'est qu'il y a trop de monde par rapport à l'espace disponible. Donc c'est un problème de logistique principalement. Bonjour Clara, bienvenue. Bonjour, merci de prendre mon appel et vous appelez de bravo Paris. pour la qualité de vos émissions. Merci beaucoup. Alors votre question, Clara? Alors ma question s'adresse à vos invités techniques, scientifiques. Est-ce que leurs connaissances, leurs études, leurs savoirs peuvent être mis à profit dans la gestion évidemment des manifestations diverses et variées, mais surtout par rapport au maintien de l'ordre qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes à l'heure actuelle, comme je disais à votre opératrice, de fièvre jaune. Voilà ma question. Très bonne question de Clara, Mehdi Moussaïd. Oui, dans une certaine mesure, mais pour être honnête avec vous, la science est encore assez jeune dans ce domaine et il y a beaucoup de choses qui sont encore assez peu comprises. Mais d'une manière générale, on se rend compte que dans une foule, une petite proportion d'individus qu'on va appeler des leaders vont avoir énormément de pouvoir. Ils vont être capables d'entraîner le groupe dans une certaine direction ou dans un certain comportement. Et effectivement, la petite proportion, on parle de 5 à 10% de leaders pour entraîner tout le monde. Et effectivement, dans une optique de contrôle, identifier ces leaders, par exemple, pourrait être quelque chose de très utile. Merci beaucoup, Clara, pour votre question. Fabienne Kramer. Juste une petite question. Vous parlez beaucoup de mouvements. On parle du Heysel, on parle du stade du Heysel en 85, de la fête de la bière, etc. Et moi, j'ai remarqué toujours sur ces histoires du contenu de la foule que ces foules-là ont une densité masculine-féminine différente, je dirais, de la densité habituelle. Même la Mecque, où les femmes seules ne peuvent pas aller, etc. Et je me demande si une foule masculine en grande partie n'est pas plus dangereuse qu'une foule, si ces disproportions agissent aussi sur les... Mais dans le cas, par exemple, de festivals de musique comme à la Love Parade, on va pas avoir cette différence de genre. Et je pense que d'une manière générale, si vous atteignez des niveaux de densité qui sont de 6, 7, voire 10 personnes par mètre carré, que vous soyez un homme ou une femme ou quelque chose d'autre, ça changera rien. Allez, il est temps de retrouver les choses vues assurées cette semaine par la psychanalyste Fabienne Kramer. France Inter. T'es quoi, t'es médecin, psychiatre? Grand bien vous fasse. Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute? Chose vue. Fabienne Kramer, vos choses vues. Quand vous avez eu la gentillesse, Ali, de me demander de me pencher sur cette chronique, je me suis interrogée sur ce que la psy que je suis, qui a tendance à voir les choses, la vie sous le prisme du deux et plus particulièrement du couple, avait bien à dire de la fouloscopie qui vous passionne, Mehdi. Immédiatement, j'ai pas eu envie de me cantonner à la notion en psycho dont on parle souvent d'agoraphobie. Vous avez fait dans la chronique, c'était très bien. J'y reviendrai pourtant. Non, j'ai préféré me demander ce que la foule pouvait apprendre du couple. C'est peut-être une bien étrange question. Dans votre livre, Mehdi, j'ai remarqué que vous aviez à un moment essayé de rapporter la foule à son unité de mesure, c'est-à-dire à l'individu même, donc le 1. Vous vous étiez posté en haut du Capitole de Toulouse pour observer le mouvement des piétons en bas sur la place. Vous avez alors identifié, et vous nous en avez parlé, que les humains, à la différence d'autres espèces, se déplacent rarement seuls, mais plutôt en petits groupes, c'est-à-dire en unités de 2 ou 3 individus. C'est absolument parfait pour mon idée. Parce que moi, je défends, en effet, que notre société a bien plus à prendre de la relation à deux que du culte de l'individualisme qui sévit actuellement. Et au même titre que dans votre conclusion, vous imaginez lors de votre départ à la retraite les apports de la fouloscopie, moi, je me penche sur l'idée d'une société qui serait la démultiplication d'entités de base comprenant soi et l'autre. Le sens de la vie en société me semble intimement lié à cette propension qui nous occupe inlassablement, je dirais toute notre vie, d'essayer de composer avec l'autre, de vivre à deux, bref, de faire couple. Avec mon hypothèse, le couple serait donc l'école du rapport à l'autre et nous proposerait dans la durée de passer au sein de nos vies, en quelque sorte, un doctorat en altérité. Si nous revenons à la notion de foule et de bain de foule, et que nous nous demandons ce que représente cette accélération momentanée de proximité, voire de promiscuité aux autres, on pige vite alors que l'agoraphobie,
c'est la peur de la foule communément admise, que j'avais mis de côté au départ, c'est juste le reflet de notre peur de l'autre. Et à une grande échelle, c'est-à-dire multipliée lors de la foule. Or, dans notre école de l'altérité, si je reviens au couple que représente le couple, nous côtoyons notre premier étranger. Pas d'hérédité commune, pas de parcours jusqu'à là en commun, et bien souvent aucune identité sexuelle commune. Le but du couple, je me demande si ce serait pas alors ce mouvement qui nous pousse à vouloir à nos côtés quelqu'un qui nous est totalement étranger, à essayer dans le cœur de notre intimité, dans notre interpénétrabilité même, d'avancer dans la connaissance de cet autre. Et cette école n'est-elle pas le chemin le plus sûr pour lever nos peurs et apprivoiser nos craintes de l'autre et au total de tous les autres? Finalement, ne sommes-nous pas plus à l'aise dans la foule quand on ne craint pas les autres? Je m'interroge sur ce que deviendrait notre société si les gens ne marchaient plus en petits groupes, mais seuls, s'ignorant les uns les autres. Vous le dites d'ailleurs très bien, que vous avez remarqué que si les humains se déplacent souvent à plusieurs plutôt que seuls, ils privilégient toujours des modes de déplacement qui leur permettent de bavarder, vous dites. C'est-à-dire qu'à l'efficacité du déplacement, ils préfèrent l'échange avec l'autre et donc la création d'un lien, d'une interconnexion. Alors finalement, dans mon cerveau peut-être malade, me direz-vous, je me demande si l'unité de base de la foule ne serait pas le plus petit groupe qui soit, c'est-à-dire le 2. Vous voyez Ali, votre émission et ce livre m'a fourni à nouveau un argument pour défendre que le sens du couple, bien au-delà de l'idée unique de fonder une famille comme certains l'avancent, est avant tout une expérience qui nous oblige à aller à la rencontre d'un autre, voire de tous les autres. Et il me semble que plus nous prenons le 2 comme unité de base de nos sociétés, plus cela ira vers plus de sagesse, plus de respect et, disons-le tout court, plus d'amour. Et vous, Ali, est-ce que vous marchez seul? Ah non, parfois, ça dépend des moments, mais j'aime bien marcher à plusieurs ou à 2. Les choses vues assurées cette semaine par Fabienne Kramer. Je rappelle que l'agoraphobie, c'est le sens commun donné à la peur de la foule, mais c'est pas exactement la peur de la foule, l'agoraphobie. Vous abondez dans ce sens, Mehdi Moussaïd? Oui, voilà. Tout à fait. On parle de démophobie. C'est la peur des espaces, l'agoraphobie. Merci Fabienne Kramer. Dans quelques instants, on se demande comment fonctionne une rumeur au sein d'une foule numérique. 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse sur France Inter. 10h48 et on s'intéresse ce matin à la foule. Faut-il forcément en avoir peur? 01 45 24 7000. Mehdi Moussaïd, vous êtes chercheur en sciences cognitives à l'Institut Max Planck de Berlin et vous publiez Fouloscopie, ce que la foule dit de nous. Une internaute nous dit je suis gauchère, je me cogne souvent dans la foule en essayant d'éviter les gens autour de moi. Ça arrive souvent, ça, bien sûr? Ça arrive pas mal, ouais. Yolande nous demande sur notre page Facebook pourquoi se fait-on systématiquement bousculer au moins 3 fois lorsque l'on chemine entre la sortie du métro et le supermarché. En tant que femme, j'ai la désagréable impression d'être invisible. Mehdi Moussaïd. C'est une composante culturelle aussi, le fait que les gens se touchent plus ou moins. Dans certains pays, en Allemagne ou en Suisse par exemple, vous n'avez aucun contact physique entre les gens, alors que dans d'autres, comme au Maroc où j'ai grandi par exemple, ça pose pas de problème. Mais je constate quand même, on en parlait hors antenne avec Fabienne Kramer, que quand on est piéton, quand on fend la foule, il y a beaucoup de gens qui veulent pas laisser le chemin, ils sont dans leur ligne là, et voilà. Je suis un peu le roi et je veux pas laisser Vous le constatez, vous, dans vos recherches? Oui, entre les piétons, d'une manière générale, il y a toujours un rapport de force, une sorte de jeu social où vous pouvez aussi marcher sans éviter personne. Vous allez forcer les autres à vous éviter de toute façon, parce qu'on va vouloir éviter une collision à un moment donné. Mais vous pouvez aussi jouer le jeu et puis partager un peu l'évitement. Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Oui, j'avais une question à vous poser sur l'effet d'entraînement. Vous l'avez dit rapidement, 5%, c'est incroyable, suffisent à ce que tout le flot suive. Mais je reprends votre exemple de marcher dans la neige. Après tout, pourquoi cette personne aurait trouvé un chemin le plus court? Elle aurait pu aussi aboutir à un cul-de-sac et les autres auraient suivi. Les autres auraient suivi, sauf que il va y avoir plusieurs chemins qui vont naître comme ça, et puis il va y en avoir un qui va être meilleur que les autres, plus court que les autres, ou bien qui va arriver à la destination. Et c'est ce chemin-là qui va être privilégié. Donc tous les chemins vont avoir une forme d'amplification, sauf que ceux qui conduisent aux bons endroits vont avoir tendance à être privilégiés, et petit à petit, les chemins qui sont les plus longs ou qui sont mauvais vont avoir tendance à disparaître, par exemple parce que la neige va les recouvrir, alors que ceux qui sont utilisés plus fréquemment vont s'amplifier. Ceux qui sont utilisés plus fréquemment sont en général les meilleurs. Mehdi Moussaïd, pourquoi les gens courent-ils dans les mouvements de foule? C'est par instinct de survie. Puis il faut savoir que courir entraîne les autres, qui se précipitent tous vers la même porte de sortie.
On est confronté à un dilemme social en cas de mouvement de foule. Effectivement, ça c'est quelque chose de très intéressant qui relève de la physique. Donc on a fait des études, donc on parle de l'évacuation là. Donc vous avez un certain nombre de personnes dans une pièce et vous voulez les faire sortir par une issue de secours. Et quand on fait des expériences, on se rend compte que plus les gens courent pour sortir, moins l'évacuation sera efficace. Ce qui est assez contre-intuitif. Quand les gens se dépêchent, ils sortent moins vite. Plutôt contre-intuitif. Mais les physiciens, eux, ils ont aucun problème avec ça, parce que c'est un phénomène en réalité qui est très commun dans la matière. Essayez par exemple, quelque chose qui va plus vous parler, de verser un paquet de riz à travers un entonnoir. Si vous versez lentement, le riz s'écoule normalement. Mais si vous commencez à verser trop vite, ça va créer des bouchons. Et les physiciens, ils ont trouvé une solution. Ils ont dit, il suffit de scinder le flux en deux un petit peu avant le goulot d'étranglement. Parfois, on voit ces petites choses, ces petites excroissances devant un goulot devant les entonnoirs pour briser le flux et ça facilite l'évacuation, l'écoulement du riz. Et bien, c'est pour ça qu'on voit des poteaux, des plots devant des ça marche sorties, aussi pour les piétons. Ouais. Donc, si vous mettez un poteau devant une issue de secours, vous allez vous rendre compte que l'évacuation sera plus efficace. D'ailleurs, les biologistes ont fait aussi l'expérience. Ils ont mis un poteau devant l'enclos d'un troupeau de moutons dans une ferme expérimentale et en faisant rentrer les bêtes, ils se sont rendus compte que ça marchait beaucoup mieux que sans le poteau. Je parlais de dilemme social. Individuellement, la meilleure chose à faire, c'est de courir. Mais il faut pas que les autres fassent la même chose, quoi. Voilà, exactement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde marche. Sauf que si tout le monde marche, votre intérêt individuel, c'est de courir. Comme ça, vous serez le premier dehors. Mais si tout le monde se met à courir, plus personne ne sort. Donc ça s'appelle un dilemme social qui est défini par le fait que l'intérêt individuel n'est pas compatible avec l'intérêt collectif. Et ça pose un gros problème. L'idée, c'est de se hâter lentement. Oui, c'est ça. Pour s'en sortir. Ouais, c'est ça. Hâtez-vous avec lenteur. Fabienne Kramer, vous étiez, après les attentats de Charlie, vous étiez place de la République, ce jour où il y a eu un mouvement de foule. Oui, j'allais au yoga, j'étais pas du tout dans ce cadre-là, mais je suis sortie du métro et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, j'étais dans ce moment-là et j'ai vu les gens courir dans tous les sens. Donc, j'ai entendu des gens qui disaient courez. Alors je sais absolument pas ce qui s'était passé, mais j'ai couru. Alors par chance, je connaissais le code de la porte d'entrée du yoga et la place de la République est en étoile. Donc tout le monde s'est dispersé en étoile et je suis restée mais au moins une demi-heure enfermée dans le hall où j'étais en me disant je vais attendre de voir ce qui se passe. Mais c'était très étrange et en fait il y avait rien. J'ai appris après. Mehdi Moussaïd ? Oui, en fait, il y avait rien. Alors ça, c'est un vrai mouvement de panique. Tout à l'heure, je vous disais que la panique est rare. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus de mouvements collectifs comme ça. Donc, il y avait la place de la République le 15 novembre. Donc, c'était 2 jours après les attentats de Paris-Saint-Denis. Et effectivement, le contexte a une importance capitale ici. Donc, c'est vraiment parce que... Aussi. Oui, et puis c'était quelques jours donc après ces attentats qui ont marqué la France. Il y a eu aussi des vrais mouvements de panique, par exemple à Turin sur la place San Carlo ou récemment à Nice sur le cours Saleya en 2018 pour la retransmission d'un match de football. Et donc ça, ce sont des vrais moments de panique où quelqu'un entend quelque chose et un petit groupe autour de ce bruit se met à fuir et ce mouvement de fuite est immédiatement imité par les voisins, qui est ensuite imité par les voisins et puis imité par les voisins et tout le monde fuit. C'est la règle des fameux 5% dont vous parliez tout à l'heure. Mehdi Moussaïd, Erwan, sur notre page Facebook, nous dit les fameux nuages des étourneaux ont été scientifiquement étudiés. Il a été montré que chaque individu réagit en fonction des 7 voisins les plus proches. Est-ce le même mécanisme dans un mouvement de foule apparemment incohérent ? Oui, alors c'est une question très technique d'Erwan, mais c'est tout à fait vrai. Donc ça a été démontré dans les nuées d'oiseaux typiquement que chaque individu, quand il est immergé dans le groupe, ne peut voir qu'un certain nombre de voisins et va adapter son comportement en fonction, dans le cas des oiseaux, des 7 voisins les plus proches. Dans une foule, on va retrouver des valeurs un peu similaires, mais d'une manière générale, ça va être plus propre de dire que vous allez vous comporter en fonction des voisins que vous pouvez voir. Donc c'est vraiment l'information visuelle qui va déterminer votre comportement. Et quand la foule est dense, vous allez voir en moyenne 5-7 personnes, effectivement. Ces 6 ou 7 degrés de séparation, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre comment se propage le virus d'une rumeur au sein d'une foule numérique. Expliquez-nous. Oui, alors on parle on étudie le déplacement des piétons, mais pas uniquement. Une foule, ça peut être aussi étudier le déplacement des informations entre les piétons ou entre les gens d'une manière générale, par exemple les internautes. Et ça va nous conduire au thème de la propagation des rumeurs. Et pour comprendre comment se propage une rumeur, il faut savoir qui est connecté avec qui et qui va parler avec qui. Et donc il y a des études
très importantes qui ont été conduites en particulier par Stanley Milgram dans les années 70, qui montrent que n'importe quelle paire d'individus choisis au hasard, pris au hasard sur la planète, peuvent être connectés par un chemin social. Les 6 degrés de séparation. D'une taille de 6 ou 7 personnes en moyenne, ouais. C'est les fameux 6 degrés de séparation. C'est-à-dire qu'il y a 6 degrés de séparation qui nous séparent d'Obama ou de Donald Trump ou de Emmanuel Macron, tous. Ouais, à peu près. Exactement. Peu selon son tissu social, évidemment. C'est ça. C'est vraiment, on étudie la structure du tissu social. Pour vous donner des exemples parlants, si vous pensez à la propagation d'un virus, par exemple, le fait que mon fils attrape la grippe à l'école va avoir un impact sur la chance que mon patron attrape la grippe à son tour. Parce que le virus va pouvoir se propager de mon fils vers moi et de moi vers mon patron. Donc il existe un chemin social de mon fils vers mon patron qui a une taille de 2, donc ou de 3 personnes si vous préférez. De la même façon, si je lis un livre qui m'a intéressé, il y a de fortes chances, disons, que la meilleure amie de mon collègue le lise à son tour, parce qu'il existe un chemin social entre moi et la meilleure amie de mon collègue, par lequel va pouvoir se propager l'information que ce livre est intéressant. Et bien c'est ça qu'on appelle ces chemins sociaux. Et on a montré que entre n'importe quelle paire d'individus sur Terre, le chemin social va avoir une taille de 7 personnes. Comment se propagent les émotions dans la foule des réseaux sociaux ? Et qu'est-ce qui se propage le plus facilement ? Les émotions positives ou négatives ? Ouais, alors les émotions se propagent. Il y a une étude récente, d'ailleurs très controversée, qui a été conduite par une équipe de Facebook, par un chercheur qui s'appelle Adam Kramer, et qui a montré qu'effectivement, quand vous exposez des gens sur Facebook à des messages plutôt négatifs, qui ont une connotation, une émotion négative, et bien dans les jours qui suivent, ces personnes vont avoir tendance à poster eux-mêmes des messages plutôt émotionnellement négatifs. Et ça marche aussi avec les émotions positives. Et du coup, ça crée une sorte de contagion émotionnelle à une grande échelle sur les réseaux sociaux. Dernière question, Mehdi Moussaïd. Qu'est-ce qu'on appelle la sagesse des foules ? Ça ne relève ni de la psychologie, ni de la philosophie, mais du calcul de probabilité. Oui, alors c'est étonnant. C'est très étonnant. C'était vous savez, les penseurs du 19e siècle avaient une vision très négative de la foule. Ils parlaient beaucoup de bêtises collectives. Et il y a un chercheur en particulier qui s'appelle Francis Galton qui avait en tête de démontrer cette bêtise collective. Alors il s'est rendu dans une foire agricole et il a demandé à 800 personnes prises au hasard d'estimer le poids d'un bœuf. Et Galton disait, s'ils ne sont même pas capables d'estimer le poids d'un bœuf, comment pourraient-ils voter pour un président, par exemple ? Et puis, il s'est rendu compte, à sa plus grande satisfaction, que les gens donnaient des estimations complètement... ils disaient n'importe quoi. Donc, il y a des gens qui estimaient à plusieurs tonnes le bœuf, d'autres à quelques dizaines de kilos. Mais il fait une découverte assez étonnante, qui est que quand on calcule la moyenne de toutes ces estimations, on tombe exactement sur le poids du bœuf. Galton était très étonné et puis il a laissé cette publication dans les archives pendant plus d'un siècle et elle est ressortie au début des années 2000 et aujourd'hui elle a été citée près de 1000 fois parce que depuis au début des années 2000 il y a eu un engouement pour cette idée d'intelligence collective. Par exemple, la foule a joué une partie d'échecs contre le grand chef numéro 1 mondial, Garry Kasparov. C'était en 1999. Et les experts du monde entier, la foule a perdu, c'est Kasparov qui a gagné à la fin, mais les experts du monde entier sont accordés sur cette idée qui est très importante, qui est qu'une foule d'amateurs est capable de jouer comme un professionnel. Et donc c'est vraiment ce rapport entre l'expert et le grand nombre. Et ça fonctionne dans toutes les situations, cette sagesse des foules ? Ça fonctionne dans de nombreuses situations. Par exemple, on travaille dans le domaine médical où on essaie de voir si le diagnostic d'un grand nombre d'étudiants en médecine va avoir la même valeur que celui d'un expert qui a 30 ans d'expérience. Et la réponse est oui. Merci beaucoup Mehdi Moussaïd, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré Fouloscopie, ce que la foule dit de nous, avec des dessins de Wozniak, et c'est publié chez Humaine Science. Merci d'être venu depuis Berlin, Mehdi Moussaïd. Merci également à Marie-Laure Sunshine et Fabienne Kramer. Demain, vous verrez qu'attraper froid ne rend pas forcément malade. Nous recevrons notamment le philosophe Maël Lemoine qui publie Petite philosophie du rhume. Toutes vos questions sur le rhume, les syndromes grippaux, souvent associés au froid, au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, Anne-Laure Cochet et Pauline Laverdure. Bonjour Nagui. 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 Pauline Laverdure. Bonjour Nagui.